Chère Virginie, bonjour. Bonjour. Le 8 mai 45, le 80e anniversaire de la capitulation allemande. Près de 4 Français sur 5 se disent intéressés par cette période selon un récent sondage. Je m'intéresse toujours, moi, dans ces cas-là, à celui, le 1 sur 5 qui ne s'intéresse pas à ça. C'est celui qui n'aime pas du tout l'histoire. Ça, vraiment, oui, mais ça m'intéresse vraiment. Ça vous intéresse? Non, j'en ai rien à faire, en fait, ce qui s'est passé. Bon, c'est pas rien quand même, 1 sur 5, c'est 25% des gens. 20% des gens. Oui, non, c'est 20%. Exactement. 20%. Le conflit représente l'événement historique le plus important depuis 1900 pour 41% des sondés, loin devant la Première Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin. Une majorité de Français se disent plutôt ou bien informés sur la période 39-45, avant tout grâce à l'école, aux films et aux séries. Et donc Virginie, la difficulté, je vois, plus on s'éloigne d'un événement, c'est plus les choses nous apparaissent tranchées, alors qu'elles étaient infiniment plus poreuses, les frontières entre les uns et les autres étaient infiniment plus poreuses qu'elles nous apparaissent aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe en 45 ? Est-ce que la France est au bord, par exemple, de la guerre civile ? Alors en 45, non, la France n'est pas au bord de la guerre civile, pas du tout. Par contre, il y a beaucoup de résistants qui sont impliqués dans la chute de l'occupation allemande. Et puis, il y a aussi tout un commando qui participe au D-Day, le commando Kiefer, qui est exclusivement composé de Français, donc qui va participer à la grande bataille de Normandie et à reprendre Paris. Donc la France est un petit peu, arc-boutée, parce qu'elle a besoin d'être libérée. Ça fait plusieurs années qu'elle subit l'occupation allemande, qui est particulièrement violente, il faut pas l'oublier. C'est quand même une occupation où il faut nourrir l'occupant, on subit son joug, il y a la Gestapo partout qui chasse les résistants et les juifs. C'est un traumatisme. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la mémoire parce que nous avons tous parmi nos proches un grand-père, un grand-oncle qui a participé d'une manière ou d'une autre ou qui a subi la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que cet événement est encore ancré dans nos mémoires, parce qu'il n'est pas encore dans l'histoire, mais précisément dans la mémoire. La France libre, la France occupée, ça n'existe plus. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une France entièrement occupée. Le 8 mai 45, disons, quelques jours avant, les Allemands sont où ? Alors les Allemands sont de plus en plus acculés, ils sont déjà repoussés, ils sont pris en étau d'un côté à l'ouest par les forces alliées et à l'est par les Russes. Et tous les alliés russes inclus agissent de manière coordonnée. D'ailleurs, Eisenhower a cédé du terrain à Staline parce qu'il a été décidé que ce sont les Russes qui libéreront et qui prendront Berlin. Donc après, on arrive au 8 mai, au moment où il faut signer la capitulation, et elle est signée d'abord dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, à Reims, dans le QG américain d'Eisenhower, avec comme représentant des Allemands Alfred Jodl, qui faisait partie du dernier cercle de Hitler. Mais évidemment, Staline n'est pas content. Il dit non mais vous plaisantez, moi j'ai libéré la moitié de l'Europe, c'est chez nous qu'on va signer la capitulation. Et comme il faut ménager l'URSS qui est alors très puissante, on accepte de rejouer la scène théâtralement dans la nuit du 8 au 9 mai, cette fois à Berlin, dans le QG de l'URSS. Alors, le 8 mai 45, le débarquement a plus d'un an, quasiment une année. Des villes ont été libérées, Paris a été libéré, Le Havre a été libéré, etc. Les Français s'attendent à cette capitulation. Pour eux, la guerre est terminée, ou en tout cas, elle est en passe d'être terminée. La guerre est gagnée, on le sait depuis plusieurs mois, en fait. Le D-Day, le 6 juin, a vraiment été un moment décisif. Et les Allemands le savaient, on a tout un tas d'archives qui le prouvent. S'ils perdaient la bataille au moment d'un débarquement, ils savaient que c'était fini pour eux et que ce n'était plus qu'une question de temps. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les papiers sortir récemment, les dernières confessions de Klaus Barbie sur Jean Moulin. Lorsque Jean Moulin se retrouve devant Klaus Barbie après son arrestation, il lui dit « Vous avez déjà perdu ». Alors, le 8 mai 45, Hitler est mort. Il est mort quelques jours. Il est mort fin avril. Il est mort et chacun a peut-être vu ce film La Chute qui raconte merveilleusement les dernières heures d'Adolf Hitler qui va se suicider avec son épouse. Il y a eu parfois d'ailleurs un fantasme, était-il toujours vivant ou pas ? Et ça, on sait d'où ça vient. Eh bien, ça vient encore de Staline, parce qu'effectivement, on retrouve le cadavre de Hitler qui est à moitié brûlé, avec ceux d'Eva Braun et du couple Goebbels. Et au départ, je crois que c'est Jodl, pour l'URSS, qui annonce la mort de Hitler. Et Staline lui dit, mais je vais le dire de manière très triviale, il va lui dire, tu te tais, nous n'annonçons pas la mort de Hitler, parce qu'on s'en servira plus tard pour créer le trouble. L'URSS construit en partie sa propagande sur le fait d'avoir lutté contre les nazis, et il va falloir faire
faire courir le bruit plus tard, car vous n'êtes pas sans savoir que la guerre froide arrive, que les Américains ont favorisé la fuite de Hitler en Amérique latine. Or, il y a quelques années, notre camarade Philippe Charlier, le plus grand médecin légiste historique français, a pu accéder à ce qu'il restait de la mâchoire de Hitler dans les archives russes. Il les a analysées et il a prouvé que c'était bien la mâchoire de Hitler et que Hitler était donc mort à la fin du mois d'avril 1945. Et dans le film La Chute, on voit un échange entre Hitler et puis sans doute un de ses sous-fifres. Il lui demande de brûler son corps avec celui d'Eva Braun. Exactement, parce qu'il est terrifié à l'idée d'avoir le même destin que Mussolini, c'est-à-dire que sa dépouille soit livrée en pâture à ses opposants. Alors, au lendemain de la guerre, les Français pensent que ce sont davantage les Russes qui les ont libérés, pensent que ce sont davantage les Américains qui les ont libérés ou pensent que ce sont les résistants français qui les ont libérés? Il y a un peu des deux. Les Américains, on les a vus. Ils sont passés dans Paris, ils sont là avec leur chewing-gum, le Coca-Cola. Vous savez, c'est un peu l'image d'Épinal. Ce sont les sauveurs. Il y a aussi très vite cette idée amenée par le général de Gaulle que ce sont les Français qui ont libéré la France. C'est partiellement faux, mais il avait besoin de fabriquer cette croyance pour refaire nation, pour panser les plaies de l'occupation et aussi panser les plaies laissées par Vichy, parce que c'est un régime collaborationniste. Donc les Français savent à peu près qui les a libérés à ce moment-là, et puis après, la mémoire de la résistance et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, elle est malléable en fonction de la façon dont les historiens la travaillent, des archives qui sortent au bout de plusieurs décennies. Nous sommes avec Virginie Giraud, 12h19. On rappelle que la guerre entre 39 et 45 a fait moins de morts pour les Français que celle de 1914. Ah, on a capitulé en 40. Exactement, puisque les Français ont très peu combattu. Combien de morts français sous les drapeaux? On dit 100 000, 200 000? Je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est pas énorme parce que effectivement, on capitule, on signe l'armistice en juin 1940 parce que Pétain sait que on n'a pas les moyens de se battre, et ce qui est terrible, c'est que le général de Gaulle, dès les années 30, va prévenir les députés français en disant: s'il y a une nouvelle guerre, nous allons perdre. Nous avons besoin d'investir militairement dans une armée puissante avec des chars. Et il n'a de cesse de le dire à tous les députés qu'il croise, et personne ne l'écoute. Et lorsque la guerre commence et que de Gaulle se retrouve sur le champ de bataille derrière la ligne Maginot, vous savez, cette ligne de fort qui était censée empêcher les Allemands d'arriver comme le mur dans Game of Thrones, eh bien, il sait que la guerre est déjà perdue pour les Français. Et on rappelle évidemment que la Première Guerre mondiale avait fait 1 500 000 morts, et dans n'importe quel village de France, il y a un monument aux morts avec tous ces jeunes gens qu'on envoyait au feu et qui sont morts sur les champs de guerre. Alors nous sommes avec Nicolas. Bonjour Nicolas, qui est professeur d'histoire en Vendée, je crois, Nicolas. Oui, bien le bonjour, oui, tout à fait. Et vous nous appelez régulièrement, et c'est une période que vous faites étudier à des collégiens, à des lycéens? À des collégiens, oui, surtout. Et que vous disent-ils de cette période avant que vous l'abordiez? Quels sentiments ont-ils sur cette période? Déjà, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période qu'ils veulent étudier depuis la 6e. Dès qu'ils rentrent au collège, ils veulent étudier cet événement. Je pense que c'est un cours qui est vraiment attendu. Donc, il leur faut patienter 4 ans pour pouvoir étudier cette période. Et moi, je m'appuie beaucoup sur les souvenirs qu'ils peuvent avoir de leur famille. Et un des supports de mon cours, c'est des souvenirs que j'avais filmés de mon grand-père qui me racontait cette histoire-là. Et je pense qu'il y a plein d'histoires de famille qui sont intéressantes à suivre, différentes histoires de vie, différentes anecdotes, et qui montrent le lien que chaque Français a avec cette période-là. Oui, sinon quand même que vous, je ne sais pas quel âge vous avez, Nicolas, mais vous avez peut-être une petite quarantaine d'années, c'est bien cela? Vous êtes plus jeune? 30 ans. Ah, vous avez 30 ans, vous êtes encore jeune, évidemment, mais les gens que vous avez dans votre, comment dire, dans vos classes, les collégiens, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc leurs parents ont 20 ans de plus, ils ont 35 ans, leurs grands-parents ont 20 ans de plus encore, ils ont 60 ans, et on remonte sur leurs arrière-grands-parents, donc je ne sais pas s'ils ont connu leurs arrière-grands-parents. Dans ma génération, évidemment, nos grands-parents avaient connu la guerre, avaient fait la guerre, ils étaient nés bien avant la guerre, ils avaient 30 ans, 40 ans pendant la guerre. Nos parents, même moi, mes parents ont connu la guerre, ils ont des souvenirs très précis. Nantes avait été bombardée par des Américains, ce que les gens comprennent pas forcément et ne savent pas, puisque l'autre jour, il y a même un employé municipal à Nantes qui a expliqué que les bombardements de Nantes, c'était l'Allemagne nazie. Donc vraiment, il était très au courant. D'ailleurs, Virginie peut expliquer pourquoi les Alliés ont bombardé Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Nantes. Parce qu'il fallait casser
avancé les résistances allemandes et qu'on n'avait pas le choix. Ils étaient en train de se replier dans les villes pour favoriser un esprit de guérilla urbain qui allait peut-être tourner à leur avantage, et il fallait détruire ces résistances allemandes pour avancer. La guerre, c'est ça, il n'y a pas de bon et de mauvais côté, on fait ce qu'on peut mais pour vaincre l'ennemi. Il fallait expliquer évidemment aux populations civiles que c'était les Alliés qui bombardaient ces villes-là. Et il y a des villes qui ont été... Saint-Nazaire, ça a été une catastrophe, oui. Brest, Le Havre, Nantes a été un peu épargné, mais il y a une célèbre rue à Nantes qui est la rue du Calvaire qui a été absolument massacrée, une partie de la place dite royale, ça a été reconstruite, et heureusement la cathédrale de Nantes par exemple a été épargnée. Nicolas, donc ces jeunes gens, vous dites ils sont intéressés, vous entrez comment dans cette période de la guerre ? Par justement les souvenirs de famille, parce que de grands-parents, d'arrière-grands-parents, tout ça se transmet, donc ils ont forcément des connaissances là-dessus, par des films qu'ils peuvent voir. On a une filmographie sur la Deuxième Guerre mondiale qui est assez conséquente et qui permet justement de savoir ce qu'ils pensent de cette guerre-là. Et après, on part des archives. Il y a certains jeunes qui ramènent des objets qu'ils ont depuis plusieurs générations dans leur famille, des tickets de rationnement. On se pose des questions aussi, parce que par rapport à l'actualité qui déforme une certaine réalité historique, pourquoi est-ce que la France a arrêté si tôt la guerre ? Quelles étaient les conditions de vie sous l'occupation, quelles sont la réalité des combats. Et après, on étudie factuellement chaque fait à partir d'archives. C'est difficile. Pour la Vendée. Pour nous, la Vendée, c'est le 8 mai, quelque chose d'important, parce que c'est un Vendéen qui signe l'acte d'armistice au nom de la France. C'est Jean Delattre de Tassigny. Et d'ailleurs, dans le petit village de Mouilleron-en-Parais, vous avez un musée qui est dédié et à Clémenceau, originaire de Mouilleron-en-Parais, qui est le vainqueur de la Première Guerre mondiale, un Vendéen, et à Delattre de Tassigny, un Vendéen, vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup Nicolas de ce témoignage. Virginie, qu'est-ce qui va se passer après le 8 mai 45 ? Et notamment la conférence de Yalta, peut-être ? Eh bien, le rideau de fer va s'abattre sur l'Europe. Et je vais vous citer Churchill, qui le 12 mai dit cette phrase « Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe et nous ne savons pas ce qu'il se passe derrière ». Ça signifie qu'immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre froide qui commence. Les Américains et les Russes, obligés de s'allier pour pouvoir lutter contre les nazis, savent très bien que maintenant, c'est eux qui vont se disputer l'hégémonie sur le monde. Et les Allemands, qui signent pour les Allemands, sachant que Hitler est mort ? Alors, du côté des Allemands, à la première reddition, c'est Alfred Jodl, le général, et ensuite, ce sera l'officier Wilhelm Kettel et l'amiral von Friedeburg pour la deuxième capitulation à Berlin. Et dans cette histoire qui est extraordinaire, moi je pense aux dernières déclarations de François Mitterrand, qui, devant le Parlement de Strasbourg, expliquait que sa génération avait reconstruit le lien avec les Allemands, alors que ces gens s'étaient battus, étaient morts chacun pour leur pays, mais qu'ils avaient eu le courage, l'intelligence de renouer à partir des années 50 très vite. Et je crois que De Gaulle recevra Adenauer dans sa maison d'ailleurs, à Colombey les deux églises. Mais il faut garder en tête surtout que l'Allemagne et la France sont ennemis depuis la guerre de 1870. Ces deux peuples ne sont pas amis, ces deux peuples se sont affrontés pendant presque 100 ans. Et effectivement, par exemple, vous prenez la commémoration du 8 mai, elle devient dès 1946 une commémoration nationale et jour férié en 1953 jusqu'en 1959. Et justement, parce que on est en train de fabriquer l'Europe, on commence à dire non mais c'est pas sympa en fait de commémorer l'échec des Allemands, donc on va un petit peu lever le pied, ce sera plus un jour férié. Et puis VGE supprime les commémorations en 1975 où il dit non, nous on préfère le 8 mai du discours de Robert Schuman de 1950. Donc il y a tout un moment où on essaye d'oublier la Deuxième Guerre mondiale, justement parce qu'on fabrique une Europe qui est centrée sur le couple franco-allemand. Et il faut attendre 1981 pour que le 8 mai redevienne jour férié et jour de commémoration. Et c'est François Mitterrand, effectivement, qui avait rétabli ce 8 mai. Mais je ne savais pas qu'entre 53 et 59, ce n'était plus jour c'est férié. Et c'est ensuite que ce n'est plus férié, ouais. Merci beaucoup Virginie Giraud, c'est toujours passionnant de se plonger dans notre histoire parce qu'il y a en plus des prolongements jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que la période 39-45 et notamment la période de Vichy, combien elle est présente. Pourquoi ? Parce que longtemps la France a dit que Vichy ce n'était pas la France. C'était bien commode de dire ça et que la France était à Londres. C'était bien commode. La vérité c'est que l'État a fonctionné. Les magistrats, aucun magistrat n'a démissionné. Les policiers ont fait leur travail. On sait parfois, hélas,
ce qui s'est passé. Je pense à la rafle du Veldiv. Donc, quand je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on est au bord de la guerre civile, l'intelligence de De Gaulle, c'est d'oublier ça. Autrement, ça va être compliqué si tu ne veux pas faire la grande réconciliation. Et c'était le génie de De Gaulle.